À toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire lié au numérique responsable. On sait que le numérique touche à de nombreux pans de la société aujourd'hui. Le numérique est omniprésent. Beaucoup de personnes disposent d'un smartphone à la maison, d'un ordinateur, peut-être d'une smartwatch, d'un frigo connecté. Le numérique est vraiment omniprésent. Ça a un impact social, humain, et on voit qu'on a besoin de compétences numériques pour s'en servir. Ça, c'est la partie inclusion numérique sociale, ce sur quoi travaille l'association 8Care. Il y a aussi tout un pan lié à l'environnement et c'est la raison pour laquelle nous avons invité ISIT, Institute for Sustainable IT, Belgique, qui est expert, qui est une ASBL experte en la matière, plutôt côté environnemental et numérique responsable qu'on a invité aujourd'hui pour le sujet. Alors très brièvement, l'agenda aujourd'hui consistera, dont le plat principal sera de vous présenter les enjeux du numérique, quels sont les impacts environnementaux, comment on peut adapter notre consommation numérique aussi pour limiter ces impacts. On va présenter et évoquer quelques ressources pédagogiques, quelques outils que vous pouvez utiliser à titre personnel au niveau de votre structure, votre organisme ou votre entreprise, et aussi avec les bénéficiaires, les apprenants, les personnes que vous accompagnez. Et je le répète aussi, il y aura à la fin de la présentation un tour de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions anticipativement dans le chat pour qu'on y réponde à la fin. Comme je l'ai dit, on a le plaisir aujourd'hui d'inviter Isit Belgium, qui est représenté par Sarah Mikkelsen, responsable de communication chez eux. Merci beaucoup, beaucoup, Sarah, d'avoir pris le temps de préparer ce webinaire et de venir présenter votre domaine d'expertise et de partager des connaissances et les connaissances d'Isit avec le reste de la communauté. Je te cède la parole et bonne présentation. Merci beaucoup, Thomas. Je vais juste commencer par partager mon écran. Voici. Est-ce qu'on voit Bon, bien mon écran? Tout est en ordre? tout est en ordre. Super. Bonjour tout le monde. Comme Thomas m'a déjà présenté, je m'appelle Sarah Mikkelsen. Je suis responsable de la communication et l'administration de l'Institut belge du numérique responsable. Et aujourd'hui, on va parler de comment cultiver une empreinte numérique vertueuse. Et pour ça, il faudrait d'abord répondre à la question pourquoi cultiver une empreinte numérique vertueuse. Et pour cela, on va donc définir ce que c'est le numérique responsable en définissant en fait l'impact environnemental, social et sociétal du numérique aujourd'hui. Euh, Comme Tom l'a déjà mentionné, j'aurai une petite présentation auquel je vais vous poser quelques questions, rien de euh, très effrayant. Mais si vous savez garder, si vous pouvez garder vos questions à la fin, auxquelles je répondrai avec plaisir, pour qu'on puisse juste finir la présentation et après avoir une discussion entre nous, ça serait super. Avant de commencer, naturellement, j'aimerais bien vous tester par rapport à votre connaissance de l'impact environnemental du numérique. Plus spécifiquement, je vais vous poser une question auquel je vous demanderai d'écrire la réponse dans le chat. Selon vous, le numérique représente environ combien de pourcents d'émissions mondiales de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est entre 0,5%, de 0,5 à 1%, pardon, entre 3 et 5 ou 10 à 15? Alors, Thomas sera mon petit assistant de la journée aujourd'hui et me dira qui répond quoi, car je n'ai pas de vue sur le chat pour l'instant. Alors, les réponses commencent à rentrer. On a quelqu'un qui dit 4%, 10 à 15, 3 à 5.
quelqu'un qui dit j'imagine, 0,5 à 1, principalement 3 à 5, Ok. quelques 10 à 15. Euh, voilà, pour les réponses qu'on a reçues pour le moment. Je crois que tout le monde est déjà bien sensibilisé par rapport aux enjeux du numérique. Plusieurs études démontrent d'autres conclusions, mais on parle souvent d'une moyenne d'entre 3,9 et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On se dit 4%, peut-être que vous vous dites c'est pas énorme. Aujourd'hui, 4%, c'est plus que la part de l'aviation civile. On parle très souvent du fait qu'il faut arrêter de prendre l'avion pour partir en vacances et qu'il faut justement éviter et trouver d'autres moyens de transport, mais on ne parle pas souvent du fait que la production de nos laptops ou de nos smartphones a un impact environnemental qui n'est pas négligeable du tout. Et ça se démontre dans ce graphique ici, on voit la ligne bleue qui montre la trajectoire qu'il faudrait suivre pour arriver à la neutralité carbone en 2050 selon le Paris Agreement. Euh, et on voit justement que le secteur numérique, qui est indiqué ici en jaune, qui augmente dans son impact environnemental de plus de 6% par an. C'est un secteur qui grandit le plus de tous les secteurs par rapport à son impact environnemental. Et comme on le voit, cette trajectoire va tout à fait à l'encontre de la trajectoire qu'on devrait suivre. Conclusion est qu'il faudrait donc absolument prendre action par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rassemble pour vous sensibiliser par rapport aux enjeux du numérique. Maintenant, on parle de l'impact environnemental du numérique. Qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente une industrie très polluante, mais aussi un appauvrissement des ressources et consommations énergétiques. On a besoin d'énormément de différents métaux qu'on va voir par rapport après, mais aussi des terres rares pour fabriquer nos équipements. Et justement, l'industrie minière utilise énormément d'eau et de produits très toxiques et donc chimiques pour justement dissocier des métaux et des terres rares dans les mines. Quand on parle de la phase d'utilisation, on parle justement de la consommation d'électricité, bien évidemment, mais nos équipements créent naturellement aussi énormément de déchets, comme on va voir. Non, mais cette même cycle de vie dont on parle d'un équipement numérique, on peut aussi le voir d'un aspect social. Pendant la phase d'extraction, fabrication et durant la fin de vie, on voit plusieurs de main-d'œuvre différents qui font face justement à des conditions déplorables, en fait, des conditions de travail déplorables. Euh, Parlons-en par exemple prenons l'exemple par exemple de Foxconn en Chine, mais on va voir aussi qu'on voit des gens qui travaillent dans des conditions déplorables durant la fin de vie de nos équipements. On parle moins. Quand on parle de l'utilisation de nos équipements numériques, on parle en fait des enjeux dont vous connaissez probablement très bien aussi, de la fraction numérique, des enjeux d'inclusion, d'accessibilité, mais aussi du bien-être numérique et de notre santé physique et mentale. Quand on prend justement la définition du développement durable, des 3 P de la définition du développement durable, qui sont les People, Prosperity et Planet, on peut en fait définir 4 axes différents du numérique responsable, où on regarde et on voit en fait le numérique comme une source, mais aussi une solution aux problématiques et aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et sociétaux. Premièrement, on parlerait donc de Green IT, donc on essaierait de réduire l'empreinte du numérique qui a un impact énorme qu'on verra dans cette présentation, mais aussi on va parler de l'IT for Green, où on va voir comment on peut utiliser le numérique justement pour réduire notre empreinte globale de l'humanité. En parallèle, on peut naturellement le voir d'un aspect social et sociétal où on parle de Human IT pour un numérique plus éthique, inclusif et accessible. Mais alors, on va aussi voir comment l'informatique ou le numérique peut être mis au service de l'humain, bien évidemment. Nous sommes l'Institut belge du numérique responsable et aujourd'hui, nous accompagnons 81 membres en Belgique dans leur démarche numérique responsable. Mais nous ne sommes pas les seuls. Ensemble avec l'Institut suisse pardon, et l'INR en France, l'Institut numérique responsable en France, nous formons une communauté de plus de 250 membres de secteurs différents, privés et publics.
Aujourd'hui, on va donc principalement parler, ou je vais vous parler de l'impact environnemental des technologies du numérique, en pensant justement à l'impact des équipements et de l'utilisation de nos équipements. Premièrement, quand on parle de l'impact environnemental de nos équipements, on parle d'une infrastructure numérique mondiale qu'on catégorise en fait en trois morceaux différents. Premièrement, on va parler des terminaux d'utilisateurs. Alors là, on parle vraiment tout ce qu'on retrouve sur notre bureau aujourd'hui et qu'on voit peut-être, qu'on est peut-être derrière aujourd'hui, un laptop, un smartphone. Mais on parle aussi, par exemple, des autres gadgets, des smartwatches et autres. Deuxièmement, on va parler des équipements réseau. Donc, ce sont vraiment les équipements qui connectent tous nos terminaux d'utilisateurs. Donc, on parle des routeurs Wi-Fi, des câbles ou des antennes 4G, c'est pas 5G déjà aujourd'hui. Dernièrement, on va parler des data centers et des serveurs qui stockent naturellement nos données qu'on génère. Alors, une étude de Green IT qui a été conduite en 2019 démontre en fait une de ces trois catégories a le plus grand impact comparé aux deux autres en fonction des plusieurs sources d'impact, que ce soit l'énergie, l'émission à gaz à effet de serre, la consommation d'eau, d'électricité ou d'autres ressources. Alors, selon vous, quelle catégorie a le plus grand impact? Est-ce que ce sont les équipements utilisateurs, équipements réseau ou les data centers? Vous pouvez répondre dans le chat. À nouveau, je n'ai pas de vue là-dessus, donc Thomas va me donner un petit résumé. Il n'y a aucun problème. Et je crois qu'après ces webinaires, je vais aller proposer mes services à la Loterie nationale pour animer les messages qui rentrent. Euh, je vois quelqu'un qui dit user, beaucoup de data centers, Mhm. quelques-uns qui disent utilisateur. Euh, s- bon, au fur et à mesure que ça rentre, ça s'équilibre entre data center et utilisateur, principalement data center. Euh, D'accord, Personne n'évoque les réseaux. Euh, super. Merci Thomas. Un changement de carrière, ça, ça je- je- réfléchir. J'espère que je fais ça bien. J'espère que je fais Ouais, ça très bien. bien. Alors, pour revenir à la question, quelle catégorie a le plus grand impact? Ben, en fait, ce sont les équipements utilisateurs. Beaucoup de gens, et quand on pose cette question, beaucoup de gens répondent avec les centres informatiques, probablement parce qu'on entend plus ou on lit plus par rapport à ça. Par contre, aujourd'hui, ce sont les équipements, ou en tous les cas, en 2019, c'était les équipements utilisateurs. Et ça pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que aujourd'hui, on a beaucoup plus, en nombre, on a beaucoup plus d'équipements utilisateurs qu'on a des équipements réseau ou des serveurs. On parle de 100 millions de serveurs comparé à 1 milliard d'équipements de réseau et 40 milliards d'équipements d'utilisateurs. Deuxièmement, ce qu'on va voir par après dans cette présentation, c'est que le plus grand impact quand on prend le cycle de vie d'un équipement, eh ben, il est dans la production de cet équipement. Donc, du fait qu'on est beaucoup plus et qu'on doit produire beaucoup plus d'équipements utilisateurs, c'est donc cette catégorie-là qui a le plus gros impact aujourd'hui. Parlons donc de l'impact des équipements. Euh, Encore pour vous tester un peu plus, selon vous, combien de kilos de matière faut-il extraire pour fabriquer un smartphone moyen? Est-ce que c'est 20 kilos, 80 ou 200? Pour le moment, on a les trois réponses et ça penche plutôt vers 200. Euh, 200. oui, la plupart dit 200, mais peut-être que... Enfin, alors, j'ai évidemment pas envie d'induire les personnes à répondre 200. Il y a quelques personnes qui disent 80 et j'ai vu une personne dire 20. Et il y a une remarque très pertinente aussi, et plusieurs milliers de litres d'eau. Voilà, mais ça se joue entre 80 ou 200. Ok. Donc là, pour être clair, on ne parle pas encore de l'eau. On verra par après euh, que l'eau a un rôle important aussi, ou bien que la consommation d'eau est impliquée aussi dans la fabrication de nos smartphones. Euh,
Mais quand on parle vraiment de la matière, de volume de matière, on parle de 200 kilos qu'on a besoin pour fabriquer un smartphone. Euh, Quand on prend une étude d'iPhone même, donc ça c'est une étude de Apple, on voit en fait quand on prend tout le cycle de la vie de cet iPhone 15 Pro, on parle alors de l'industrie minière, pour reprendre et l'industrie minière, pardon, la fabrication, le transport, l'utilisation et le reconditionnement si nécessaire. Alors, on voit que l'impact environnemental et donc l'impact carbone est de 66 kilos d'équivalence carbone pour un iPhone 15 Pro à 128 gigabytes d'une durée de vie en moyenne de 3 à 4 ans, si je ne me trompe pas. Quand on regarde plus en détail, en fait, dans l'étude, on voit que de ces 66 kilos, 83% de cet impact vient en fait de la production. La production, elle vient d'où? Ça vient vraiment de l'industrie minière pour récupérer nos métaux et nos terres rares qu'on retrouve dans nos smartphones aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve énormément d'éléments dans nos smartphones, mais ce n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80 et 90, on était entre 12 et 17 éléments, et aujourd'hui, on retrouve 2 tiers du tableau périodique des éléments dans notre smartphone. Euh, Plus principalement, on retrouve 50 métaux différents et on retrouve ce qu'on voit la dernière ligne en bas, ce qu'on appelle des terres rares qui ont le plus grand impact environnemental, car les terres rares viennent ou se retrouvent en très petite quantité dans la croûte terrestre, qui nous demande énormément d'énergie et de ressources, de l'eau, mais aussi des produits toxiques et même radioactifs pour les dissocier des minerais auxquels ils sont attachés. Maintenant, un artiste anglais, si je ne me trompe pas, Dylan Marsh, a voulu démontrer en fait la quantité très petite comparée en fait au volume qu'on retire dans nos mines, en photoshopant en fait une boule de cuivre qui est supposée représenter le volume qui a été récupéré dans la mine de cuivre ici en Afrique du Sud. Pour info, le cuivre n'est pas une terre rare dont je parlais. Donc, les terres rares seront encore plus. Si ce serait une terre rare, ce serait une boule encore plus petite. Mais aujourd'hui, cette mine n'est plus active, mais dans cette mine, on a pu récupérer ce volume-là qui est représenté dans cette boule. Comme référence, cette boule fait un diamètre de 95 mètres, la mine même 2 km de longueur et une hauteur de presque 3 tours Eiffel. Quand on voit en fait par la vue par au-dessus, en fait, la boule est représentée par le point blanc qu'on peut voir et le cercle autour représente la mine. Mais ce qu'on voit, c'est en fait le territoire autour avec un impact direct de la mine. Ce qui veut dire que l'impact écologique n'est pas juste dans la mine même, mais dans les alentours aussi. Comme je parlais du fait qu'on a besoin d'énormément d'eau pour récupérer nos métaux sur le sol, c'est parce qu'il faut justement passer plusieurs processus pour dissocier en fait ces métaux dits minéraux de minéraux auxquels ils sont attachés. Et pour ça, on a besoin de non seulement énormément d'eau, mais des produits chimiques et toxiques. On parle aujourd'hui donc d'un sac à dos écologique. Et ici, on parle d'un sac à dos écologique d'un laptop qui fait 2 kilos et pour lequel on a eu besoin de 200 kilos d'énergie fossile juste pour faire tourner les machines pour récupérer plus de 600 kilos de minerais pour récupérer en fait tous les matériaux qu'on a besoin dans notre laptop. En plus de ça, on ne parle pas du volume d'eau qu'on a eu besoin de justement purifier nos métaux, ce qui nous fait plus de 800 kilos de ressources pour un laptop qui fait seulement 2 kilos. Aujourd'hui, le sac à dos écologique, il est donc quasiment invisible. Et donc, c'est le but aujourd'hui que je vous le rends visible en vous montrant en fait l'impact environnemental du numérique. Puisqu'on a vu que la production, la phase de production est importante et a le plus grand impact environnemental du numérique, il faut naturellement parler du recyclage et l'importance du recyclage, car en recyclant nos matériaux numériques, on empêche en fait, on évite
d'en récupérer des nouveaux métaux et des nouveaux matériaux, en fait. Ce que j'ai envie de vous démontrer, par contre, c'est que le recyclage est certainement une solution par rapport aux problématiques à laquelle on a face aujourd'hui, mais n'en est qu'une et ne peut pas être la seule solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, recycler nos équipements utilisateurs n'est pas si évident que ça, pour deux raisons différentes. Une raison économique, c'est qu'aujourd'hui, nos métaux sont tellement bon marché que c'est même plus cher de recycler notre smartphone qu'en fait récupérer ou aller chercher des nouveaux métaux dans les mines. Le seul métal qu'on retrouve dans le smartphone qui vaut encore assez bien d'argent, c'est l'or. Et donc, quand on recycle nos smartphones, c'est souvent l'or qui va payer pour le recyclage des autres métaux qu'on retrouve dans nos smartphones. Deuxièmement, c'est un aspect physique qui nous évite de recycler nos smartphones. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nos smartphones aujourd'hui ou nos laptops sont souvent pas conçus, je dis pas tous parce qu'il y a des exceptions, sont pas conçus pour être recyclés. Ici, vous voyez en fait la dalle de notre écran d'un smartphone auquel on voit plus de 10 couches avec des métaux différents. On retrouve des métaux différents et surtout des terres rares avec des qualités spécifiques qui font en sorte que notre écran soit déjà de bonne qualité, de la couleur, mais aussi très sensible, qu'on puisse à peine toucher avec nos doigts et que l'écran agit tout de suite par rapport à ça. Pour info, l'épaisseur de cet écran et de ces 10 couches fait un 200e de l'épaisseur d'un cheveu d'un être humain. Comme pour vous dire, vous pouvez bien vous imaginer que c'est quasiment impossible de recycler ça, car ces métaux viennent en telle petite quantité que c'est impossible de les récupérer, ou très difficile en tous les cas. Quand on parle de recyclage et de fin de vie, on parle naturellement des déchets, naturellement. Le e-Waste Monitor, qui est une partie des Nations Unies qui conduit des études par rapport aux déchets électroniques, démontre en fait qu'on produit de plus en plus de déchets chaque année. En 2022, on était à 53,6 milliards de tonnes, ce qui fait 7,3 kilos par personne environ. Et en 2030, on projette que ce sera 9 kilos de déchets par personne. C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a un volume en croissance? Dû à trois raisons. Premièrement, naturellement, on consomme beaucoup plus d'objets, en fait. On en achète beaucoup plus. On a des smartphones pour la maison, on a des smartphones pour le boulot, la même chose avec les laptops et autres équipements qu'on retrouve dans notre vie quotidienne. Deuxièmement, c'est qu'on ne les garde pas assez longtemps. On garde nos smartphones pas assez longtemps, on rachète un très facilement, même si l'ancien fonctionnait encore parfaitement. Et troisièmement, j'ai déjà parlé du fait que on les répare beaucoup moins puisqu'ils ne sont pas conçus, ou pas tous en tous les cas, pour être réparés. Et à cause de ça, on n'a vraiment pas le réflexe d'aller faire réparer nos appareils puisque c'est beaucoup plus facile d'en racheter un nouveau. Donc maintenant, j'ai quand même envie d'ajouter ou de vous mentionner un aspect positif par rapport à l'aspect du recyclage. C'est que la même étude de e-Waste Monitor démontre qu'en Europe, on est le continent qui le recycle plus de déchets comparé aux autres. On recycle plus de 40% de nos déchets électroniques. On est donc le leader dans le recyclage, mais ce qu'on voit aussi, malheureusement, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on est le leader de la consommateur ou de la production de ces déchets. Si on arrive à bien recycler, il faudrait aussi moins consommer pour qu'en fin de compte, qu'on crée beaucoup moins de déchets, bien évidemment. Ce que l'étude démontre, c'est que à l'échelle mondiale, en fait, on produit 5 fois plus de déchets qu'on en recycle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des volumes de plus en plus grands de déchets électroniques, non seulement en Europe, mais à l'échelle mondiale aussi. La dernière étude démontre en fait qu'aujourd'hui, on est déjà à 62 milliards de kilos, donc 7,8 kilos par personne. Mais ce qu'elle démontre aussi, c'est que seulement plus de 20% de ces déchets sont en fait collectés et recyclés. Qu'est-ce qui se passe avec les autres ou le restant? Eh ben, il est bien incinéré ou bien mis en décharge. Pardon.
Ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'une partie de ces déchets, il a le même pourcentage que les déchets qui sont proprement recyclés, est illégalement en fait commercialisé et envoyé dans des pays tiers où les déchets sont mis en décharge en plein air. Maintenant, il y a en 2018 un documentaire qui a été dirigé par deux artistes autrichiens qui s'appelle Welcome to Sodom, qui démontre en fait la plus grande décharge électronique au monde qui se retrouve au Ghana et qu'ils ont renommé le village Sodome, car vous allez voir dans le trailer que j'aimerais vous montrer les conditions de travail auxquelles les gens travaillent là et, euh, et la catastrophe environnementale qui est associée à ça aussi. Thomas, dis-moi si tout fonctionne bien. On n'a pas encore de son. Pas encore? Si, ça arrive. Bounce to Shamiami, Mamiami, Freedom City, Shamiami, Shamiami, Freedom Town, Shamiami, Freedom Country, Shamiami, Shamiami, Agubuleshe, Kati Sharongo, Kati Sharongo. You are welcome, you are welcome, you are welcome, you are welcome, you are welcome. Welcome to Sodom Hoy. Welcome Sodom Hoy. I'm a rabba, Sodom Hoy. Bibela Sodom hustle pump. Every day hustle for Sodom. Anytime hustle for Sodom. Every day hustle, every day hustle, every day hustle for town. Gotta go front, don't look your back. So them go front, don't look your back. So them go front, don't look your back. So them baby girl jam la Tony, make a you na nyanga. Sweating yama jam Tony, make a you ni baya. Pardon. Baya, Jamla, Tony, make a maran in a Joe, baya, welcome, you are welcome. Alors, on a donc parlé de l'impact environnemental des équipements et surtout de la production de nos équipements et la fin de vie. Qui a le plus gros impact, 80% de l'impact. Là, on va parler des restants, des 20% qui viennent en fait de l'impact de l'usage. Je vais de nouveau vous poser une petite question pour un peu vous réveiller après ce petit trailer. Je crois que ça vous a peut-être probablement déjà bien réveillé. Mais encore une question, selon vous, quelle est la part du numérique dans la consommation d'électricité mondiale? Est-ce que c'est 5%, 10% ou 20%? Et les réponses commencent à rentrer. Ça se joue entre 10 et 20% pour le moment, avec la plupart des réponses qui penchent pour le moment nettement vers le 10%. Eh ben, c'est correct. On parle de 10% de la consommation d'électricité mondiale. Et c'est dû à quoi? C'est dû... enfin, qu'est-ce que ces 10% représentent? Ça représente en fait une production de toujours plus en plus de données. Dans ce graphique-ci, on peut voir l'évolution, par exemple, du trafic Internet mondial. On voit qu'en 1992, on était à 100 gigas par jour et en 2022, on est à plus de 150 000, presque 151 000 gigas par seconde. Maintenant, on peut parler du fait qu'en 1992, il n'y avait pas l'infrastructure qu'il y a aujourd'hui, mais quand on compare en fait l'année en 2017 comparé à 2022, on voit quand même une grosse augmentation de 46 000 gigas par seconde jusqu'à près de 151 000 gigas par seconde. On le voit aussi dans d'autres tendances, par exemple l'évolution des capacités de transfert des réseaux mobiles avec
avec le lancement de la 5G, on parle même déjà de la 6G, mais on parle aussi par exemple de l'évolution du poids des pages web. Entre 2010 et 2016, on parle d'une augmentation de plus de 317%. Nos pages web deviennent de plus en plus lourdes et à cause de ça, très facilement moins accessibles si on n'a pas l'accès à Internet qui convient pour les regarder. Maintenant, une étude de Shift Project démontre en fait que l'impact de l'usage, elle vient principalement de la vidéo. 80% en fait de cet impact vient de la vidéo et cette vidéo peut être divisée en deux parties. La première qui fait 60% de l'impact. Alors, on parle de la vidéo en ligne. On parle principalement de vidéo on demand, donc Netflix, Prime Video, mais on parle aussi de la pornographie des YouTube et d'autres applications comme Snapchat, Instagram et TikTok qui aujourd'hui produisent principalement en fait des vidéos. Deuxièmement, et les autres vidéos, donc les autres 20% de la catégorie de vidéos, alors on parle des moyens de communication comme des vidéos dans Skype ou dans Teams comme aujourd'hui, mais aussi des caméras de sécurité qui prennent énormément de vidéos justement et donc énormément de données aussi. Dernièrement, on parle des derniers 20% des usages hors vidéo. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait des requêtes web, des transferts ou des envois d'emails ou des transferts de messages, par exemple. On parle donc très souvent ou souvent d'effacer ces emails justement pour réduire son impact. Et ben, ça dépend d'énormément de facteurs. Naturellement, l'impact d'un email, mais comparé à la vidéo et la vidéo en ligne, naturellement, l'impact est très minime pour vous montrer un peu les ordres de grandeur du coup. Maintenant, on a parlé de l'impact environnemental des équipements, mais aussi des usages. J'aimerais quand même un peu mentionner l'impact social et sociétal du numérique et surtout dans l'usage. Vous êtes probablement bien familier par rapport à ces sujets-là, mais pour vous donner un petit zoom sur les aspects sociétaux des usages, ben, on va parler naturellement de la fraction numérique, dont les sujets d'accessibilité et d'inclusion, mais aussi de cybersécurité, d'éthique et naturellement notre santé mentale et physique, et donc le bien-être numérique aussi. La fracture numérique, elle est donc bien présente en Belgique et ça se démontre dans l'étude de la Fondation Roi-Baudouin qui démontre en fait qu'à près d'un Belge sur deux, soit 46% de la population est en situation de vulnérabilité numérique. Ce qui veut dire que 39% d'entre elles, puisque 7% n'utilisent pas l'Internet, ont des faibles compétences numériques. Dû à quoi? Dû au fait qu'il faut en fait toujours actualiser ou constamment actualiser nos compétences car il faut acquérir toujours des nouvelles avec nos technologies innovantes qui changent de jour en jour, bien évidemment. La troisième conclusion importante de cette étude démontre en fait que c'est surtout chez les personnes déjà vulnérables sur le plan socio-économique et culturel que ces compétences sont les plus faibles. Une façon ou une manière dont on travaille pour réduire cette fraction numérique, c'est en rendant par exemple nos sites web ou nos services numériques plus accessibles à des gens qui ont peut-être des difficultés ou des problèmes de malvoyance, de daltonisme, d'handicap moteur ou de malentendance, par exemple. Pour vous montrer un exemple, pour vous dire, la Commission européenne a démontré dans une étude que seulement entre 3 et 10% de nos sites sont accessibles aujourd'hui. Pour vous dire, une personne daltonienne, par exemple, ne pourrait, par exemple, pas lire ou définir la conclusion de ce graphique, car la couleur de cette part de fromage, elle est associée à la légende et la conclusion donc de ce graphique. Eh ben, il y a des manières très faciles et simples auxquelles on pense peut-être pas facilement, mais auxquelles on peut facilement implémenter pour résoudre ce problème. C'est justement en ajoutant la légende juste à côté de la partie du fromage pour que la couleur ne soit pas en fait directement liée à la conclusion de ce graphique. Il y a énormément de bonnes pratiques pour rendre nos sites accessibles et tout ça est rendu public et gratuit.
the W3C Accessibility Guideline où vous retrouvez 115 bonnes pratiques d'éco-conception des sites web et d'applications qu'on peut retrouver sur notre site web si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on a donc parlé du numérique responsable et pour cela, je veux donc vous donner plusieurs actions pour vous mettre en action à titre personnel ou dans votre organisation. Et pour ça, je vais vous donner en fait l'ordre de priorité auquel il faudrait agir. Et principalement, mon message pour vous aujourd'hui, c'est premièrement de penser à la priorité, ça d'allonger la durée de vie de vos équipements. Comment allonger la durée de vie de vos équipements? C'est en le gardant simplement plus longtemps, mais si vous avez besoin d'un nouveau, de le vendre, donner une deuxième vie à votre smartphone ou laptop et d'acheter reconditionné et deuxième main. Et aussi penser naturellement à réparer vos équipements. Deuxièmement, on a parlé des usages numériques. Comme quoi nos usages ont un impact aussi, surtout dans la vidéo. Et à la fin de cette présentation, je vais vous montrer quelques bonnes pratiques que vous pouvez implémenter chez vous dans votre organisation ou à titre personnel pour justement faire attention à quelques petites pratiques. Dernièrement, on a aussi encore parlé de l'éco-conception, surtout l'aspect social des services numériques, et on a parlé d'accessibilité. Pour info, on peut aussi parler de l'éco-conception des services numériques sur l'aspect environnemental. On pourrait dire qu'il y a une connexion directe entre les deux. Pour vous faire passer le message, j'ai quand même voulu mentionner quelques acteurs présents en Belgique auxquels vous pouvez retrouver si vous voulez justement étendre, si vous voulez passer à l'action et étendre la durée de vie de vos équipements. Premièrement, faire réparer vos équipements ou se retrouver. Il y a plusieurs options, mais ici, il y a donc une organisation qui s'appelle Together Repair, qui sont assez actifs en France, mais aussi en Belgique, qui organise de temps en temps plusieurs repair cafés qui sont donc gratuits et accessibles pour tout le monde, auxquels vous pouvez vous présenter avec votre équipement qui ne fonctionne peut-être plus ou qui doit être réparé. Il y a des volontaires qui le feront pour vous, pour voir si c'est réparable et si oui, ils le feront sur place. Deuxièmement, il y a un site web que j'aimerais partager qui s'appelle iFixit qui démontre en fait plusieurs vidéos de tutoriels qui montrent comment vous-même à la maison vous pouvez réparer votre équipement. Deuxièmement, on peut parler du fait d'acheter malin, donc favoriser les équipements reconditionnés. Il y a plusieurs acteurs en Belgique, dont un de nos membres est Smart World, qui rachète mais qui revend aussi des smartphones et des tablettes et qui tient compte de l'indice de réparabilité. Naturellement, on a l'acteur Circular Brussels aussi, auquel vous pouvez retrouver aussi des équipements reconditionnés. Dernièrement, on va parler de l'économie circulaire. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est qu'il y a plusieurs acteurs en Belgique aussi qui aident à réduire la fracture numérique justement en récupérant vos équipements usés et qui les donnent à des écoles ou des gens qui n'en ont peut-être pas accès. En Wallonie, on parle de la Fondation pour l'inclusion digitale. En Flandre, principalement en Flandre, mais je crois qu'ils sont aussi présents partout en Belgique, il y a Digital for Youth qui récupère donc les laptops et les équipements, qui les reconditionne et qui les donne aux écoles et aux élèves qui n'en ont pas accès à la maison. Puis il y a l'acteur Close the Gap qui est aussi présent en Belgique et qui fonctionne de la même façon, mais à niveau international aussi. Dernièrement, et pour mettre une petite conclusion par rapport à ce message-là, c'est que si on reprend en fait les 3 P de la définition du développement durable, donc on parle du Planet, People et Prosperity, en étendant la durée de vie au maximum de vos équipements, naturellement, on évite les impacts environnementaux, mais pas que ça. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est que en étendant la durée de vie au maximum, on réduit donc aussi la fraction numérique si on passe en action et en donnant nos équipements aux acteurs dont j'ai mentionné auparavant, qui aident justement à donner accès à des équipements aux gens qui n'en ont pas accès d'habitude. Et non seulement ça, mais acheter deuxième main, ça réduit en fait les coûts, c'est souvent moins cher et ça a créé même de l'emploi local dans quelques situations.
Comme promis, j'allais partager quelques éco-gestes avec vous et quelques éco-gestes par rapport à l'usage de nos services numériques. L'idée principale, naturellement, puisque la vidéo a le plus grand impact, c'est de consommer moins de vidéos. Alors, je ne vais pas vous demander d'arrêter de consommer ça, des vidéos aujourd'hui, mais plutôt d'éviter le binge-watching et donc désactiver le démarrage automatique, mais aussi, si vous consultez des vidéos, de peut-être réduire la définition de votre vidéo en fonction de la taille de votre écran utilisé. L'idée est aussi de créer moins de données. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on travaille en collaboration, donc on travaille plutôt avec des documents partagés au lieu de s'envoyer des va-et-vient d'emails avec des fichiers qui ne sont pas nécessaires car vous pouvez travailler tous ensemble sur un document. Si vous devez quand même envoyer des pièces jointes volumineuses, pardon, je vous conseille d'utiliser des plateformes comme Swiss Transfer. Et dernièrement, si vous avez des visioconférences comme aujourd'hui, par exemple, essayez de désactiver votre caméra si ce n'est pas nécessaire. Ça dépend toujours du contexte. Si vous avez besoin de voir le visage de la personne à qui vous parlez, naturellement, on conseille fortement de mettre votre caméra, mais si ce n'est pas nécessaire, alors il serait bien de l'éviter, bien évidemment. Encore 2 petits points, c'est que j'invite tout le monde aujourd'hui à éliminer ou effacer toutes les applications que vous n'utilisez pas sur votre smartphone. Ça ralentit votre smartphone aussi et d'une façon ou d'une autre, ça allongera aussi la durée de vie de votre smartphone indirectement. Dernièrement, on parle aussi du fait que le réseau câblé ou Wi-Fi a un impact plus petit qu'en fait l'utilisation de la 4G et la 5G. Comme j'avais mentionné au début, nous sommes l'Institut belge du numérique responsable et le but de notre ASBL, c'est de rendre justement le numérique responsable accessible à tout le monde. Et c'est pour cela que même si on offre des services juste pour nos membres, on en offre énormément, des guides aussi et autres outils gratuitement à tout le monde. On a donc mis en disposition plusieurs sources comme nos guides de bonnes pratiques numériques responsables qui a été écrit par l'INR en France et le gouvernement français, mais qui a été traduit en néerlandais aussi. Et pour ça, on a aussi un autre guide pour les achats numériques responsables. Nous avons un MOOC aussi gratuit qui dure environ 4 heures, qui vous donnera en fait une introduction, comme je vous l'ai donné aujourd'hui, mais qui passera beaucoup plus en détail par chaque sujet du numérique responsable. Dernièrement, je vois que tous mes outils sont apparus sur la slide maintenant. On retrouve aussi une calculatrice individuelle de votre impact ou votre empreinte numérique que je vous conseille aussi d'utiliser pour voir en fait la grandeur de votre impact juste de votre numérique. Nous organisons aussi plusieurs webinaires par rapport à plusieurs sujets différents du numérique responsable. On les organise souvent en anglais, mais aussi en français. Ceux-ci sont aussi publics et gratuits et donc accessibles à tout le monde. Et dernièrement, nous avons un Sustainable IT Toolbox où vous retrouvez plusieurs applications et autres et des outils qui peuvent être utiles par rapport à différentes catégories du numérique responsable, qui sont toutes ces sources et toutes ces guides des outils que vous pouvez retrouver sur notre site. Juste pour faire la petite pub, nous organisons bientôt, le 14 mai, un webinaire par rapport à l'outil Castor Green qui analyse en fait l'éco-conception et l'accessibilité de vos sites web dont on parlait justement et dont j'ai mentionné le guide Accessibility Guideline. Il aura lieu le 14 en français à 11 h. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire et vous êtes bienvenus d'assister à cela. Si le sujet du numérique responsable vous intéresse très fort et que vous voulez en lire plus, on a mis quelques petites lectures en disposition pour vous, si vous voulez justement, pour vous inspirer à en connaître plus par rapport à des sujets plus spécifiques, bien évidemment. Dernièrement, comment aujourd'hui s'engager dans le numérique responsable? Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, en tant qu'organisation, vous pouvez bien évidemment devenir membre de l'Institut belge du numérique responsable et rejoindre notre communauté. Deuxièmement, et on peut aussi signer notre charte numérique responsable qui est gratuite.
et qui est en fait un outil de communication interne et externe pour démontrer votre démarche numérique responsable. D'ailleurs, Whittaker l'a déjà signé et dernièrement, et ça c'est en externe. Il y a aussi le label numérique responsable pour faire une audit par rapport à votre impact environnemental du numérique et de recevoir le label en fonction. Si vous avez encore des questions, si vous voulez en savoir plus par rapport à l'adhésion ou la charte ou le label, n'hésitez pas à nous contacter. Voici l'adresse email de l'Institut. On a un compte LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube qui n'est pas mentionnée ici, où vous pouvez revoir tous les replays de tous nos webinaires qui sont aussi accessibles pour tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je les répondrai avec grand plaisir. Un tout grand merci, Sarah, pour la présentation. Je vois des premières réactions, des applaudissements via les interactions Teams. Et je vois une première question dans le chat d'Adam qui demande si le PowerPoint sera disponible. Bien sûr, on l'enverra à l'issue du webinaire ainsi que le replay. Je profite également de l'occasion pour partager quelques autres informations en attendant que les personnes posent leurs questions dans le chat, que nous avons mis à disposition sur la plateforme 1, 2, 3 Digit, qu'une partie d'entre vous connaît peut-être, hein, qui est la plateforme d'accompagnement et d'apprentissage sur les compétences numériques de base, qui est une des plateformes qui répond justement aux enjeux de fracture numérique, hein, qui est une réponse d'inclusion numérique, sur laquelle nous avons créé une nouvelle thématique environnement, justement pour mettre en avant des contenus liés au numérique responsable au sens large, que je vous invite à consulter. Nous référençons d'ailleurs des supports créés par EasyIt Belgium, voilà, pour justement mettre en avant tout ce que fait EasyIt en matière de numérique responsable. Deuxième chose que je voulais rapidement vous présenter, c'est un article qui reprend en partie les conseils de Sarah et de Lizit évidemment aussi, pour réduire soi-même son impact environnemental numérique. Ce sont des choses qui sont parfois très simples à faire soi-même à la maison ou à plus grande échelle au travail. Quand vous dormez, coupez le Wi-Fi à la maison. On ne l'utilise de toute façon pas. D'autres petits astuces avec un plus grand impact, un moindre impact. De toute façon, on sait que tous les gestes sont bons à prendre. Et évidemment, si vous avez des questions, je vais reprendre la main sur le chat. Euh, je vais voir s'il y a des questions. Alors, je reviens sur le fait que le webinaire et le replay seront disponibles, disons, dans le courant de la semaine prochaine, le temps de mettre tout ça en ligne, de condenser, de compiler toutes les informations et de mettre ça dans un beau mail. Une question alors je ne sais pas si elle s'adresse plutôt à Sarah ou à moi. Êtes-vous pour la numérisation des services publics? Alors, je pense que c'est une question qui a plusieurs dimensions. Je ne sais pas si, Sarah, tu es à l'aise d'y répondre, sinon je peux évidemment me lancer aussi. Je peux y répondre à niveau global, dans le sens où la numérisation, pardon, des services publics ou privés, je crois qu'on peut le répondre de la même façon. On peut reprendre en fait les quatre axes dont j'ai mentionné au début. Le but est vraiment de voir l'aspect environnemental et de voir l'IT en fait comme une source, mais aussi une solution au problème. Du coup, la numérisation des services, si ça rend justement quelques services accessibles à des gens qui ne savent pas se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer, alors oui, bien évidemment. Euh, à d'autres endroits, si le coût environnemental est beaucoup plus élevé, en fait,
que justement ce qu'elle relève par rapport à ça, il faut prendre ça en considération aussi. Donc, grâce aux quatre axes, on peut en fait juger l'utilité d'un service, que ce soit privé ou public. Et donc, c'est très difficile de répondre à cette question avec un oui ou un non, car ça dépend du contexte et ça dépend du but de ce service en question. Je ne sais pas si Thomas, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Alors, je peux peut-être apporter un petit complément, mais dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Ça correspond aussi à ce que nous entendons sur le terrain ailleurs. C'est que dans l'ensemble, le numérique, quand il s'agit d'institutions publiques, permet en fait de faciliter et rentabiliser aussi l'accès à l'information. Quand on prend un document PDF, par exemple, il faut et qu'on souhaite l'imprimer pour le consulter ou pour le lire, il faut utiliser la version papier 30 fois pour rentabiliser son équivalent numérique si on l'avait simplement stocké sur son ordinateur et qu'on le consulte hors ligne, je précise. Et donc, il y a là des ordres de grandeur dont je connais pas tous les chiffres, mais qui illustrent bien que pour certaines choses, le numérique aide. Si pour une administration communale, par citoyen résident, il fallait garder un dossier avec toute l'information, bah, ça remplirait des armoires et des armoires de papier versus un petit serveur dans l'administration communale avec toutes les données centralisées auxquelles tous les services, l'urbanisme, la population, euh, d'autres services de la commune ont accès. Et donc, on a un fichier ou un dossier accessible à tous, avec évidemment aussi les questions de protection des données, etc. C'est un autre débat, mais ça permet de rentabiliser, de simplifier aussi la documentation avec, et ça, Sarah l'a bien dit dans sa présentation, aussi, le point d'attention, il ne faut pas démultiplier du coup le nombre de copies en ligne, il ne faut pas que tout le monde commence à faire la même chose. Euh, on parle d'effet rebond, c'est plus facile, on peut stocker plus de données, et donc forcément, on va générer plus de données. Il faut faire attention à ça aussi. D'un point de vue inclusion numérique, pour clore ma réponse, on parle aussi maintenant de click, call, connect. Le numérique facilite pas mal de démarches, le côté clic, mais ne perdons pas de vue que certaines personnes préfèrent avoir un contact téléphonique, call, ou avoir un contact physique, personnel, et là, c'est la partie connect. Voilà. De toute façon, c'est très difficile, en tout cas à notre niveau, à mesurer. Il y a beaucoup d'avantages, mais ne perdons pas de vue, effectivement, et c'est ce qui est sous-entendu dans la question, euh, peut-être, les, les risques. Voilà, et je vois, je lis en même temps quelques réactions dans le chat. Adam qui dit je suis pour tout en conservant un accès en présentiel, c'est ce que je disais avec le click, call, connect et l'ordonnance numérique de la région bruxelloise. euh, autour de laquelle il y a eu beaucoup de débats, et à juste titre, d'ailleurs, a permis de justement garantir des accès, euh, des accès physiques pour les personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas. Je vois qu'Olivier partage aussi la charte des droits numériques de la ville de Bruxelles, hein, donc une des 19 communes de la région bruxelloise, qui garantit, qui garantit un- des, des- des alternatives hors ligne. Euh, Voilà. Et qui est inspirée d'ailleurs aussi de la charte ISIT. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'on a encore quelques petites minutes si vous voulez prendre la parole. J'ai cru voir une main levée, mais je ne la vois plus.
je vois plus vraiment je vois plus de nouvelles questions. Je vois pas de main levée non plus. Personne qui prend la parole. Sinon, n'hésitez vraiment pas. Euh, En tout cas, je tiens encore à remercier Sarah pour sa présentation, le partage de toutes ces informations, le partage de toute cette documentation. Ce sont par ailleurs aussi de petits gestes qu'on peut transmettre aux apprenants, puisqu'on on s'adresse chez UTCR principalement à une communauté d'aidants, de personnes qui travaillent au contact de publics plus vulnérables, éloignés du numérique, à leur niveau aussi, et notamment via l'achat de matériel reconditionné, les aider ou les sensibiliser au recyclage, etc. Et ben, on peut aussi avoir un impact, même si en fait on a peu de matériel, ce qui en termes de sobriété numérique n'est pas nécessairement plus mal. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à en faire le relais auprès de vos bénéficiaires et de vos apprenants. Encore un tout grand merci, Sarah, pour la présentation et merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui pour les échanges dans le chat. Si vous avez des questions, on peut rester encore quelques minutes et sinon, voilà, je vous dis un tout grand merci. Je vous souhaite encore une très belle journée et à bientôt.